Voilà, donc aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir ensemble comment on peut utiliser des réseaux de neurones pour découvrir des modèles dynamiques, donc pour découvrir un petit peu comment évolue un certain nombre de systèmes. C'est un sujet très, très intéressant, très passionnant, mais en même temps très complexe. La semaine passée, on a un petit peu effleurer ce sujet, bien sûr en touchant en même temps à d'autres sujets, par exemple les pins, d'accord, et puis d'une manière générale les réseaux de neurones. Aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de la découverte des modèles dynamiques à l'aide de réseaux de neurones. Mais on ne va pas aller très loin parce que, comme j'ai dit, on va à chaque fois y revenir et essayer d'avancer un petit peu. D'une manière générale, un réseau de neurones, il sert par exemple à faire une classification. Donc, nous avons ici disons, des objets, des entités, d'autres. On aimerait bien les classifier, donc les séparer par une courbe qui peut être une droite dans le cas le plus simple. Mais en général, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais l'idée est là. Ça peut aussi permettre de faire une régression, donc suivre l'évolution d'un certain nombre de points, ou alors faire du clustering, donc essayer de découvrir dans les données s'il y a des clusters, des données qu'on peut donc séparer, ou des features ou des patterns qui permettent de distinguer les différentes classes. Donc, en général, jusque-là, on considère les entités comme des données statiques. Donc, il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas la dynamique donc, dedans. Bien sûr, au machine learning, on utilise souvent beaucoup d'algorithmes qui permettent de capter un petit peu la dynamique des systèmes, en particulier dans le traitement du langage. Les réseaux de neurones récurrents permettent de gérer la mémoire. Il y a aussi les LSTM, les transformers. Mais aujourd'hui, on va voir les choses sous un autre angle, avec un angle beaucoup plus scientifique, ingénierie, d'une certaine manière physique, aussi mathématiques, analyse numérique et un petit peu les modélisations que l'on faisait avant pour donc des systèmes naturels ou industriels. Mais on va y aller doucement, on va découvrir à travers ce qu'on fait classiquement. Donc, en machine learning, dans les problèmes de classification, nous avons les données, par exemple, des chiens et des chats, des images de chiens et de chats, et l'on souhaite pouvoir les classifier, donc identifier chez les chats ce qui les distingue des chiens, et vice-versa. Et là, on peut voir que l'ACP, donc Principal Component Analysis, il peut servir à aider dans cette tâche, parce que l'ACP extrait les traits qui peuvent différencier entre deux classes d'objets ou aussi qui caractérisent un objet, par exemple les chats. Qu'est-ce qui caractérise le plus les chats? Donc, on peut utiliser l'ACP pour l'identifier. Et bien sûr, l'ACP, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend une représentation des chats dans un espace donné et elle essaie de les projeter dans un espace de dimension réduite, mais surtout un espace de coordonnées plus convenable pour manipuler un chat, pour le distinguer un chat, le manipuler ou le traiter. Donc, il y a la réduction de la dimensionnalité, mais il y a en plus de ça une bonne représentation à l'aide de coordonnées convenables du chat. Dans un réseau de neurones qui fait de la classification, qui distingue les chats et les chiens, nous avons bien sûr des couches cachées, etc. On fait un certain nombre de traitements et ça nous donne la probabilité que ce soit un chat ou un chien. Mais ce qu'on peut découvrir, ce que les gens ont découvert,
ce qui est facile d'ailleurs à découvrir, c'est que le réseau de neurones, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit peu ce que fait l'ACP, c'est-à-dire il essaie d'extraire des patterns au fur et à mesure de la progression qu'on progresse dans les couches. On essaie d'extraire les paramètres, donc les patterns, les features qui caractérisent un chat ou un chien, mais aussi il réduit la dimensionnalité pour à la fin me dire ça c'est un chien ou un chat. Donc, ce qui se fait dans l'ACP, d'une certaine manière, il est un peu fait au niveau du réseau de neurones. Et puisqu'on essaie d'extraire les patterns et de réduire la dimensionnalité, on peut toujours penser aux autoencodeurs qui généralisent un peu l'ACP, les méthodes d'analyse de données, en particulier l'ACP. Dans un autoencodeur, qu'est-ce qu'on fait? On prend une représentation, par exemple, d'une image qui représente le chiffre 4, et on l'introduit dans un réseau de neurones. Là, le G indice de X, c'est juste un réseau de neurones, mais on réduit la taille de la couche, et au milieu, nous utilisons une couche de taille très petite. Par exemple, si ici on a 1000, on peut avoir ici 100 pour Z. Et puis, on fait un peu le symétrique de ce qui est après, donc on décode pour retrouver le 4. Et qu'est-ce qu'on demande au réseau, à ce réseau spécial de neurones? On lui demande, si on lui donne 4, qu'il y ait ici aussi 4. Et donc, lui, il va ajuster les paramètres pour retrouver à partir de 4 en sortie. Donc, on utilise une loss function qui fait la différence entre f-θ de Z et Z, c'est quoi? C'est G indice phi de X, mais c'est un réseau de neurones. Θ, ce sont les paramètres du décodeur et phi, les paramètres de l'encodeur. Donc, on veut faire en sorte que le L soit minimal. Donc, c'est un réseau de neurones qui va essayer de réduire la taille parce que quand il va apprendre, donc après entraînement, qu'est-ce qu'on aura obtenu? On aura obtenu qu'on prend X, on la transforme en Z et à partir de Z, on reconstruit X. Cette loss function, c'est une fonction de perte de reconstruction. C'est-à-dire, il me dit, est-ce que le réseau arrive à reconstruire le X ou pas, à retrouver le 4 dans notre cas ou pas. Donc, s'il arrive à le retrouver, ça veut dire que si je coupe un petit peu, je le divise en deux, je pars de Z vers la sortie, c'est que ça veut dire que j'ai pu obtenir une représentation du chiffre 4, mais à l'aide seulement de 100 pixels au lieu de 1000 pixels ou de 800 pixels de départ. Donc, voilà, donc, les autres encodeurs permettent de compresser et donc de ne garder de l'image 4 que l'essentiel. Là, je donne 4 et j'essaie d'obtenir 4. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup de travaux mathématiques autour des autoencodeurs. Qu'est-ce qui se passe si je veux m'exprimer un peu mathématiquement? C'est que les points, les chats, les chiens ou le chiffre 4, les chiffres manuscrits, ils sont représentés dans R à la puissance 800, supposons qu'ils contiennent 800 pixels. Donc, ils sont représentés R à la puissance 800. Mais même dans ce R à la puissance 800, je n'ai pas besoin de tout. Regardez, je n'ai pas besoin de tous les pixels pour représenter 4 ou 3 ou 4. Finalement, je n'utilise pas les 800 pixels. Ça veut dire que les chiffres, ils sont dans un sous-espace, d'accord, dans une manifold, donc une variété de dimensions. C'est comme si je prends un papier qui est plan, mais je le plie. Il est dans R3, mais normalement, il n'occupe pas tout le R3, il n'y a pas de volume. Même chose ici, je peux retrouver une variété donc, de dimension plus petite que R à la puissance M, qui contient les données. Et qu'est-ce que j'essaie de faire? J'essaie de retrouver un peu la variété, mais plane, déplier en quelque sorte la feuille, que j'ai pliée pour qu'il soit positionné dans R3. Là, je la déplie, donc je l'aplatis pour qu'il retrouve une dimension inférieure à R3. Mais nous, on ne va pas de R3 vers R2, on va de R800 vers R100.
Et ce qu'on demande, c'est que je puisse retrouver une approximation de ce que j'avais au départ. Le 4 ici, j'obtiens quelque chose de proche. Pas forcément le 4, mais quelque chose de proche. Puisque le 4 ici, ça va être donc R à la puissance 100. Le 4 ici, on va essayer de projeter dans la variété qui est proche de l'ensemble des points.